À la différence des deux autres chaires, la chaire accessibilité est une création au CNAM. C'est dire que le challenge pour Serge Ebersold est particulièrement délicat, puisque je dirais que tout est à faire. Il faut inventer quelque chose. La présentation qu'a faite excusez-moi, Olivier Faron est assez complète. Il me semble important de rappeler que Serge Ebersold est connu pour ses travaux comme analyste à l'OCDE, mais aussi comme son implication comme enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, à l'INSHEA. Comme on est pris par le temps, je ne vais pas développer le sigle de l'INSHEA, et qu'on a un certain nombre à connaître. Donc ces recherches ont porté et portent notamment sur les conditions de scolarisation et d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, les comparaisons internationales, et ça, son apport va être extrêmement précieux, d'autant que, je pense qu'il aura l'occasion de l'expliquer, il existe différentes conceptions de l'accessibilité à l'échelle internationale. C'est une chaire qui a été conçue dans le prolongement direct de la loi de 2005, avec une approche sur laquelle certainement on reviendra, qui prolonge un peu ce qui a été discuté dans le processus de révision de la classification internationale du handicap de l'OMS, à laquelle il a participé. Il est aujourd'hui membre du laboratoire LISE. Donc on a deux types de laboratoires, en tout cas pour les chaires. Le titre de sa leçon, l'accessibilité ou la solidarité réinventée, laisse entrevoir deux messages. Ce que j'en ai compris. Le premier, c'est que l'accessibilité n'est pas à concevoir comme une modalité technique dédiée uniquement aux personnes en situation de handicap. C'est une affaire de solidarité, de lien social. Je dirais que l'économie sociale et solidaire n'est pas si loin que cela. En tout cas, c'est très cohérent dans l'équipe pédagogique nationale santé solidarité, si on considère que l'économie sociale et solidaire, et je pense que Jean-Louis Laville va l'expliquer également, n'est pas un secteur en soi, mais une certaine conception du lien social. Donc il y a une grande cohérence là-dedans. L'accessibilité, c'est, on le sait, l'accès de tous à tout pour tout, selon la formule classique. Et il y a un deuxième aspect qui se dégage du titre de cette leçon, c'est que cette solidarité doit être pensée dans des termes nouveaux pour sortir du discours incantatoire, mais aussi pour interroger la place de l'individu. Je ne vais pas développer ce que Serge Ebersold va nous expliquer. Je salue à ses côtés Patrick Goé. Ça fait très plaisir qu'il soit avec nous. Il est actuellement adjoint du défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. On l'a connu comme ancien directeur général de l'UNAPI, inspecteur général des affaires sociales, ancien délégué interministériel aux personnes handicapées et artisan à ce titre à un observatoire auquel quelques-uns ici, je pense à Jean-François Raveau, ont participé, moi-même, l'ONFRI, qui était observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation dans le champ du handicap, et qui a été l'occasion de dégager un certain nombre de problématiques tout à fait au cœur de cette journée. Donc j'appelle Patrick Goé, et puis Serge de nous rejoindre. Donc, Patrick, tu viens là, Serge là-bas. Ensuite, on terminera. Monsieur le directeur, cher Marcel, mesdames, messieurs, bonjour. Je voudrais commencer, vous savez, présenter Serge Ebersold en 10 minutes avec des consignes très strictes de surcroît. C'est une gageure, mais c'est un défi que je vais essayer de relever. Deux dates d'abord. Le 20 février 1991, Serge soutient une thèse intitulée « La normalisation de l'infirme, l'invention du handicap ». Tout est parti. Il a la mention très bien et il est lauréat du prix Adrerus. Le 17 janvier 2000, il est habilité à diriger la recherche en sciences sociales. Il a été successivement formateur puis maître de conférences à l'université Marc Bloch de Strasbourg,
analyste au département de l'éducation de l'OCDE, c'est d'ailleurs là que l'on s'est connus, professeur des universités à l'INS-HEA, moi non plus je ne traduirai pas, fondateur et directeur dans le cadre de cet important établissement d'un groupe de recherche sur le handicap. Aujourd'hui, il est donc professeur au CNAM, titulaire de la chaîne Accessibilité. Il a beaucoup écrit. 4 livres, 2 ouvrages, il a participé à 2 ouvrages collectifs, des chapitres dans 14 ouvrages, 10 articles dans des revues à comité de lecture, 8 rapports de recherche. Ce que je voudrais souligner, au titre des diverses fonctions que j'ai pu exercer, c'est que Serge Ebersold a contribué de manière majeure à l'évolution du regard que la société peut porter sur la personne en situation de handicap. Il a été de ceux qui ont mis en exergue, j'entre pas dans le détail, mais les 2 causes pour lesquelles une personne est en situation de handicap. D'abord parce qu'elle est porteuse d'une ou plusieurs déficiences et qu'ensuite son environnement n'est pas adapté. C'est fondamental et on retrouve ça dans l'article 1er de la loi du 11 février 2005. Une autre contribution majeure de Serge, c'est dans l'évolution de la place que la personne handicapée doit occuper dans notre société, une société dite inclusive et j'ajoute participative. La personne en situation de handicap doit être reconnue, considérée, regardée comme un sujet de droit, acteur de sa propre destinée. Un sujet de droit, acteur de sa propre destinée. Mais pour cela, il faut avoir une approche nouvelle du concept et de la notion d'accessibilité. Il en est le principal porteur. D'abord, il ne s'agit pas d'une réponse spécifique pour une population particulière, alors que culturellement, c'est ce dont nous sommes encore largement les héritiers. Par contre, et c'est la conception nouvelle, c'est un moyen d'accéder pour tous, que l'on n'ait pas ou que l'on perde de l'autonomie, à ces droits et de les exercer. C'est un moyen pour prévenir et éradiquer la discrimination. C'est un instrument de solidarité et de citoyenneté pour tous. Cette vision, elle s'est chez lui exprimée dans le travail qu'il a, on l'a déjà cité, mais c'est essentiel, le travail qui a été le sien dans la révision de la classification internationale, dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté, et puis dans la mise en œuvre de ce texte important auquel la France a adhéré, la classification internationale relative aux droits des personnes handicapées. Je reprends 2 ou 3 formules. Pas de progrès pour tous sans accessibilité pour chacun. C'est une démonstration majeure. Le handicap est source de progrès. Le handicap est source de progrès pour la société. Le manque et la perte d'autonomie nécessitent d'en tirer toutes les conséquences sur les plans institutionnels et politiques d'ailleurs. Alors, ce que je voudrais saluer chez Serge, c'est sa précision, la diversité de sa pensée et de son écriture, la générosité de sa démarche, l'humanisme de sa posture. Il est, ce chercheur, pragmatique et rigoureux, ouvert à la modernité et au dialogue. De tout cela, il va en apporter la preuve dans la leçon inaugurale qu'il va maintenant prononcer et dans toutes les leçons qui vont suivre. Mon dernier mot sera pour cette institution, cette grande et belle institution. C'est important qu'il y ait ici une chaire sur l'accessibilité. Ça permet de faire se converger l'ensemble des approches. Ça permet de dégager un point de vue d'ensemble qui peut être inspirateur, en particulier pour les politiques publiques et pour l'ensemble des acteurs de la cité. Pour tout cela, bravo et merci au CNAM. C'est un instrument précieux. Et maintenant, je vais laisser à Serge nous faire la démonstration de ce que j'ai cru devoir dire le concernant. Merci. Monsieur l'administrateur général, monsieur l'adjoint du défenseur des droits, cher Patrick, merci pour ces mots.
Chers collègues, chers membres de la famille, amis, mesdames et messieurs les auditeurs, je suis honoré d'avoir l'occasion d'inaugurer à travers cette leçon la chaire consacrée à l'accessibilité. Et Marcel a rappelé l'originalité de cette tâche et l'immensité qu'elle pourra avoir. Mon propos va s'organiser autour d'un échange que j'ai eu avec un ami lors d'un repas où nous discutions de la mise en œuvre de la loi de 2005 et cet ami m'a soudainement demandé, à propos des travaux que je menais sur les politiques menées ailleurs, pourquoi l'accessibilité était aussi compliquée à mettre en œuvre. Pourquoi existe-t-il des textes? Pourquoi existe-t-il des normes? Et pourquoi ces textes et ces normes ont-ils autant de mal à se concrétiser? Et c'est à ce titre-là que je vais organiser mon propos autour de trois questions. Comment en est-on arrivé à parler d'accessibilité? Quels enjeux spécifient cette notion qui est multidimensionnelle? On parle d'accessibilité à propos des transports, on parle d'accessibilité à propos du bâti, mais on parle aussi d'accessibilité à propos de culture, on parle d'accessibilité à propos d'éducation, on parle d'accessibilité à propos du logement. Autant d'usages de l'accessibilité qui, lorsqu'on lit les documents, sont assez différents. Quand on parle d'accessibilité de l'école, on ne parle pas d'accessibilité des transports très souvent. Et les travaux de l'OCDE sont relativement intéressants parce que lorsque on analyse les politiques inclusives, on n'inclut jamais les questions liées au transport, les questions liées à l'accessibilité du bâti ou encore les questions renvoyant à la compensation. Ensuite, en troisième lieu, j'essaierai de réfléchir avec vous sur les cadres conceptuels, méthodologiques et techniques autour desquels on pourrait penser cette chaire et les synergies qu'elle peut générer avec les acteurs. Alors, en accueillant cette chaire consacrée à l'accessibilité, le CNAM confirme sa vocation à contribuer à la diffusion des avancées technologiques et de l'esprit de création. La question de l'accessibilité, comme l'a montré Muriel Laruy, indissociable des avancées technologiques qui ont permis d'augmenter le niveau d'autonomie des personnes présentant une déficience ou une incapacité et de changer les approches du handicap. Ces avancées technologiques ont suscité nombre d'innovations sociales qui ont renforcé la participation sociale de ce groupe de personnes, innovations sociales qui ont bien souvent contribué à l'ensemble de la population. Pensons à la télécommande, pensons aussi aux modalités d'aide pour accéder au train, dont les bénéficiaires ne sont que très minoritairement en fauteuil roulant. En accueillant cette chaire, le CNAM atteste également de sa vocation à se saisir des enjeux qui traversent une société pour susciter l'innovation. Ces enjeux sont démographiques, puisque la question de l'accessibilité concerne et concernera un nombre conséquent de personnes. Selon les données de l'INSEE, la proportion des plus de 60 ans passera de 25 à 31% d'ici 2040. Et le gain d'espérance de vie a cru à plus de 2% depuis le début de ce siècle, donc en l'espace d'une quinzaine d'années. En plus, la population française dénombre environ 12 millions de personnes ayant une déficience, auxquelles s'ajoutent les personnes qui développent ou développeront, du fait de l'allongement de la vie, une limitation d'activité consécutive d'une maladie invalidante. S'y ajoutent aussi les personnes restreintes dans leur mobilité parce qu'elles ont un enfant en poussette ou parce que, comme moi, elles ont souvent une valise et que porter une valise dans le métro ou ailleurs n'est pas toujours une chose très aisée.
Enjeu démographique, donc, mais aussi enjeu économique. L'accessibilité des biens et services est source de développement économique et de création d'emplois. Elle est au cœur du développement de la silver economy, dont le chiffre d'affaires était estimé en 2012 à près de 17 milliards d'euros et qui a pourvu environ 90 000 emplois la même année. L'accessibilité est une composante de la stratégie commerciale de nombre d'entreprises. IBM a fait de la recherche sur l'accessibilité numérique et les habiletés humaines une composante à part entière de sa stratégie. La SNCF a fait de l'accessibilité le moyen de répondre à la nouvelle relation à la mobilité qui s'est imposée ces dernières années. L'accessibilité constitue par ailleurs un engagement financier pour la plupart des pays de l'OCDE. Et les moyens alloués à l'accessibilisation des systèmes éducatifs, par exemple, ont sensiblement augmenté dans la plupart d'entre eux, et ceci malgré la crise financière, au point que dans certains pays, les budgets alloués à l'éducation ont baissé, alors que ceux alloués à l'accessibilisation des environnements éducatifs ont augmenté durant la même période. À ces enjeux s'ajoutent bien sûr les enjeux sociaux. Les conceptions prévalentes de l'accessibilité peinent à prévenir les discriminations. Selon l'enquête Handicap Santé Ménage, les 15-19 ans reconnus handicapés sont 8 fois plus nombreux que les autres à se juger discriminés du fait de moqueries ou de traitements injustes. Les conceptions prévalentes de l'accessibilité n'arrivent pas toujours à faire de l'accès aux droits communs une source de lien social et d'indépendance. Selon cette même enquête, 37% des jeunes reconnus handicapés ne sortent pas de leur domicile pour se rendre aux endroits voulus. Et 21% disent ne pas sortir de chez eux de crainte de se heurter à des barrières. Les conceptions actuelles de l'accessibilité peinent aussi à lutter contre les inégalités. Celles-ci ont cru dans la plupart des pays de l'OCDE, tant en termes d'emploi que de formation, et ceci malgré le développement de politiques inclusives. Sur le plan scolaire, ces inégalités peuvent être rapportées à ce que j'ai appelé une acception méritocratique de l'accessibilité. Celle-ci tend à soutenir les élèves les plus proches des normes scolaires au détriment des plus vulnérables. La difficulté scolaire en devient un luxe que ne peuvent se permettre que les élèves qui arrivent à rendre l'école accessible par leur sens de l'engagement ou l'investissement des familles. Et l'inclusion s'en trouve associée dans nombre de pays de l'OCDE à un privilège réservé aux plus méritants. De tels constats interrogent la puissance symbolique des conceptions dominantes de l'accessibilité. Celles-ci peinent à légitimer la question de l'accessibilité dans nombre de secteurs. Même si des progrès sont réels et notables, les politiques développées en la matière se heurtent à des résistances, dont atteste par exemple le report de la date butoir prévue par la loi de 2005 pour rendre accessibles les établissements recevant du public, mais aussi l'inaccessibilité de nombreux sites Internet, puisque selon l'Union européenne, moins de 20% d'entre eux sont accessibles. En atteste aussi la baisse du nombre d'appartements nouveaux accessibles entre 2001 et 2012, comme le relève le rapport de Madame Campion. Ces résistances s'organisent autour des incidences financières de l'accessibilité. Il n'est pas rare qu'elles soient jugées disproportionnées, notamment lorsqu'elles ne sont pas associées à des investissements, ou lorsque les investissements ne sont pas appréciés à leur juste valeur par rapport aux coûts induits par d'autres réglementations ou d'autres facteurs. Le poids des incidences financières est renforcé par des préjugés à l'égard de l'accessibilité. En matière informatique, l'accessibilité ne concernerait qu'un public restreint, appauvrirait le graphisme et le dynamisme des sites,
Bref, l'accessibilité réduirait l'attractivité des sites. Sur le plan architectural, elle peut apparaître comme une contrainte peu justifiée au regard du nombre de personnes concernées et nombre de textes critiquent le faible retour sur investissement d'un investissement de la mise en accessibilité. Ces préjugés peuvent être renforcés par les injonctions paradoxales auxquelles sont confrontés les professionnels. Professionnels à qui l'on demande, comme c'est le cas sur le plan scolaire ou professionnel par exemple, de bouleverser leurs pratiques sans les outiller conceptuellement, méthodologiquement et techniquement pour ce faire. Dans bien des cas, ces lacunes tendent à faire de la présence d'élèves handicapés ou de salariés handicapés un risque, de telle sorte que les mots de l'accessibilité que l'on trouve dans les guides, etc., ne font pas suffisamment sens pour qu'on passe aux actes. Ces résistances soulignent bien sûr l'importance du changement de paradigme que porte en lui le langage de l'accessibilité. Ce n'est pas une mince affaire que de dire que le handicap réside de facteurs environnementaux et non plus de facteurs personnels. Elles attestent aussi du temps requis pour qu'un tel changement s'inscrive dans les pratiques. Ces résistances, me semble-t-il, suggèrent également une faiblesse symbolique des conceptions prévalentes de l'accessibilité. Faiblesse symbolique qui incite les institutions et les acteurs à voir dans l'exigence d'accessibilité une injonction illégitime. Cette faiblesse symbolique s'exprime par exemple dans le flou des contours qui entourent cette notion et sa polysémie, dans la prévalence d'une approche techniciste qui la résume à l'application des textes réglementaires au détriment des composantes intervenant dans l'accès au droit ou la qualité de vie des personnes. Par exemple, on peut s'attacher à rendre accessible une douche sans pour autant s'interroger si la personne en fauteuil arrivera à entrer dans la douche ou pas. Le caractère relativement récent de la recherche en la matière, notamment en sciences humaines et sociales, est un autre signe de la faiblesse symbolique des conceptions actuelles de l'accessibilité. Et j'ai été surpris de constater que peu de pays ont consacré une chaire ou des postes spécifiques à la thématique de l'accessibilité. En cela, le CNAM, en créant une chaire propre à l'accessibilité, fait œuvre de novation. Une telle faiblesse invite à ne pas se satisfaire d'une conception insulaire de la notion d'accessibilité, qui rapporte prioritairement celle-ci au vieillissement de la population ou à la nécessaire inclusion des personnes présentant une déficience. Si on prend ces 15 dernières années, on se rend compte que le recours au langage de l'accessibilité s'est en effet universalisé. S'il concernait à l'origine les personnes présentant une déficience ou dépendantes, il englobe désormais l'ensemble de la population. Il revient par exemple à l'accessibilité de promouvoir une école inclusive considérant la particularité de tout élève, quelles que soient ses caractéristiques. Par ailleurs, s'il renvoyait longtemps à l'accès au transport et au bâti, le langage de l'accessibilité concerne désormais tous les domaines de la vie en société. Rappelons l'obligation faite aux départements de créer des schémas départementaux pour l'amélioration de l'accessibilité des services au public. Et les textes relatifs à ces schémas départementaux invitent explicitement à élargir le sens de l'accessibilité à la facilité pour tout usager de disposer d'un service. En d'autres termes, ne pas le réserver à un groupe de population. Cette universalisation est révélatrice d'un nouvel âge de l'accessibilité, me semble-t-il. Nouvel âge induit par les mutations qui se sont imposées au cours de ces dernières décennies et l'avènement d'une société qui se veut fondée sur la connaissance et le développement du capital humain.
Comme le montrent notamment les travaux de Luc Boltanski et F. Chiapello, ce modèle de société cherche sa cohésion et sa cohérence dans le sens de l'initiative et de l'expérience, le sens de l'expérimentation, de ses membres, au risque de vulnérabiliser les populations ne maîtrisant pas les savoirs qui y sont rattachés. Les précaires se disent par exemple moins à l'aise que l'ensemble de la population dans le maintien des plans et des horaires. Ils sont plus dépendants de la qualité de l'information proposée par les administrations. Ils sont aussi plus dépendants des possibilités de repérage offertes par les compagnies de transport en commun. Ce modèle de société assujettit par ailleurs l'appartenance sociale à la possession de ressources permettant d'être, comme le veut la formule consacrée, l'acteur de son devenir. Ces ressources sont des ressources en temps. Mais ces ressources incluent aussi une agilité intellectuelle, source d'adaptation à des modes d'organisation du travail, promouvant de plus en plus l'autonomie et la polyvalence dans le travail. Elles comprennent aussi une culture numérique, conférant une bonne compréhension et connaissance de la nature, du rôle et des possibilités offertes par les technologies numériques dans la vie de tous les jours. L'absence d'une telle culture est associée par le rapport sur l'inclusion numérique à un analphabétisme numérique. Cet analphabétisme numérique, pour reprendre ce terme qui me paraît extrêmement fort, rend difficile l'usage des dispositifs dématérialisés qui se sont généralisés et favorise le non-recours au droit. L'absence d'une culture numérique vulnérabilise professionnellement et socialement toute personne ne satisfaisant pas aux exigences induites par la numérisation croissante des activités professionnelles, mais aussi scolaires et sociales. De telles évolutions font de l'accessibilité un enjeu majeur pour toute société demandant à ses membres d'être les acteurs de leur devenir. Et il me semble que l'explosion du nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers est révélatrice à cet égard. C'est pour ça qu'il me semble intéressant d'associer l'accessibilité à un imaginaire social qui est né des transformations historiques, sociales et culturelles qui se sont dessinées depuis la fin du XXe siècle. Parler d'imaginaire social ne veut pas dire que l'accessibilité soit un pur fantasme, bien sûr. Au contraire, c'est réfléchir à la manière dont on peut rendre imaginable ce qui semble inimaginable. Associer l'accessibilité à un imaginaire social, c'est admettre, à la suite de Cornelius Castoriadis, que la consécration du langage de l'accessibilité correspond à un nouveau mode d'auto-représentation de la société, à travers lequel celle-ci s'affirme avec ses normes et ses valeurs. En s'universalisant et en se diversifiant, le langage de l'accessibilité est devenu une composante, me semble-t-il, des nouvelles figures de la question sociale, induite par une redéfinition de la division du travail social. Il est inscrit dans un référentiel d'action publique, à travers lequel les sociétés actuelles entendent s'instituer. Les dimensions anthropologiques et sociales qui président aux acceptions de l'accessibilité conduisent à ce que les sociétés se saisissent différemment des mutations à l'œuvre, qu'elles se saisissent également différemment des possibilités technologiques ou des normes techniques existantes. Dans certains pays, l'inaccessibilité est associée à une discrimination, dans d'autres non. L'aménagement des salles de bain ne prend pas la même forme dans tous les pays, notamment parce que l'aménagement des salles de bain est fortement lié aux représentations de la famille. Associer l'accessibilité à un imaginaire social conduit également, comme le propose Bourdieu, à considérer les modes de production du social à l'œuvre et à s'intéresser aux représentations du monde qu'elle porte en elle, les manières de faire société qu'elle suggère et les conditions qui ont participé
à leur institutionnalisation. Si un même mot se décline différemment selon les sociétés, c'est que les usages de ce même mot varient selon la manière dont ce mot a pris sens et a été légitimé. Cette perspective invite en outre à corréler la puissance symbolique de cette notion à la manière dont les groupes sociaux et les individus participent à ces significations sociales, les partagent et en sont porteurs. Associer l'accessibilité à un imaginaire social revient à la voir en s'inspirant d'Émile Durkheim comme un fait social. Et admettre que l'on ne peut pas dissocier la consécration de cette notion et l'application de ses principes des enjeux qui la traversent indépendamment des secteurs concernés. Et j'aimerais aujourd'hui mettre l'accent sur 3 enjeux qui me semblent expliquer les conditions d'émergence de cette notion d'accessibilité et en même temps obliger cette chaire. Il y a les enjeux inhérents aux nouvelles conceptions de la citoyenneté. Il y a ceux renvoyant à la redéfinition du contrat social liant les individus et la société, et ceux liés à une reconfiguration de l'action publique. Le langage de l'accessibilité me semble indissociable de l'avènement d'une nouvelle conception de la citoyenneté. L'imaginaire social qui le spécifie, et ça a été dit tout à l'heure, souhaite l'accès à tout de tous. Et il porte en cela, me semble-t-il, de nouvelles grilles de lecture de l'appartenance sociale. À l'ambition intégrative de la société salariale, cet imaginaire social préfère une ambition inclusive qui revendique une conception expérientielle de la citoyenneté, matérialisée par un exercice effectif des droits et des droits individuels. Et le langage de l'accessibilité apparaît comme le pendant de l'individualisation juridique qui est devenue la norme d'un modèle de société qui s'entrevoit composé d'individus porteurs de droits et devant être traités comme tels. Ancré dans des législations interdisant toute forme de discrimination, il est un des véhicules à travers lesquels l'État de droit entend désormais respecter, dans ses règles de fonctionnement, la norme supérieure définie par les droits fondamentaux. Par exemple, si la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées consacre son article 9 à l'accessibilité, son article 3 en ferait un principe préalable à la concrétisation de l'ensemble des droits qu'elle comprend. Il me semble que le langage de l'accessibilité est, ce faisant, indissociable des enjeux démocratiques inhérents à la nouvelle économie des obligations entre la société et les individus qu'a décrit Colette Beck et bien d'autres. Ces enjeux démocratiques renvoient à l'accès effectif aux droits, aux discriminations à l'œuvre. Il y a l'analyse des mécanismes contribuant à discriminer les personnes présentant une déficience par rapport à ceux qui les spécifient ou par rapport à d'autres groupes de population. Dans l'analyse que j'ai menée sur le passage à l'âge adulte des personnes présentant un besoin éducatif particulier, la déficience n'était pas le premier critère expliquant les discriminations que rencontraient les personnes. Il y en avait d'autres. Mais ce qui ne veut pas dire que la déficience n'impactait pas, c'est-à-dire que les autres facteurs rendaient le poids de la déficience d'autant plus vulnérabilisant pour les intéressés. Donc, qu'est-ce qui spécifie les personnes présentant une déficience par rapport aux autres, afin de penser de manière plus spécifiquement le travail d'accompagnement, etc. Il s'agit aussi de s'interroger aux formes de citoyenneté expérimentées par les individus, par-delà l'accès physique aux droits communs, la satisfaction de besoins ou le confort d'usage. La rampe ne fait pas le citoyen et l'ordinateur ne fait pas l'élève. Aussi, corréler le langage de l'accessibilité à la concrétisation des droits individuels suppose-t-il de s'intéresser à l'effet capacitant de l'information et des soutiens? En quoi les personnes sont-elles à même de faire ce qu'elles sont censées faire? Mais aussi de s'intéresser aux dimensions subjectives inhérentes à ces droits et aux nous affiliateurs qu'ils promeuvent. Cette perspective invite à interroger les processus de désappartenance décrits par Colette Beck, en se distanciant d'une acception consommatoire du droit, privilégiant la multiplication de droits A, au profit d'une acception identitaire du droit,
mettant l'accent sur un droit d'eux. Un droit d'eux qui permet de porter le regard, comme le suggère Nancy Fraser, sur les possibilités d'être à parité de participation qu'en retirent les personnes. En quoi les personnes peuvent-elles se penser aussi respectables et aussi estimables que les autres? L'accessibilité, ou cette distanciation vis-à-vis d'une acception consommatoire du droit, est d'autant plus importante que la consécration du langage de l'accessibilité reflète une redéfinition des termes régissant le contrat social et les conceptions de la solidarité. L'injonction d'accessibilité illustre l'avènement de principes de justice qui rapportent les inégalités sociales aux discriminations induites par l'inaccessibilité de la société et non plus aux inégalités de conditions engendrées par l'inactivité suite à une déficience, une maladie ou à d'autres facteurs. L'OMS n'associe plus le handicap aux implications sociales d'une déficience, mais aux restrictions de participation sociale découlant d'obstacles imposés aux intéressés par l'inaccessibilité de la société. L'UNESCO rapporte les inégalités scolaires aux discriminations induites par l'inaccessibilité des systèmes éducatifs. La loi NOTRe fait de l'inaccessibilité des services un des facteurs explicatifs de l'accroissement des inégalités territoriales et des inégalités sociales. À l'injustice d'une société génératrice d'insécurité sociale, cette perspective substitue les iniquités d'une société dont l'inaccessibilité engendre des discriminations qui entravent l'implication dans le bien-être collectif. Cette grille de lecture des inégalités infère la cohésion sociale et les modes d'appartenance qui y sont liés aux formes équitables de solidarité induites par la responsabilité sociale des entreprises, des administrations, des établissements médico-sociaux, etc. Elle fait des organisations le lieu où l'innovation ordinaire fait société et où s'inventent au quotidien les conditions nécessaires à la cohésion sociale. Il revient au souci d'accessibilité de transformer au quotidien le citoyen abstrait évoqué par les lois et les textes en un usager expérimentant concrètement sa condition de citoyen. L'accessibilité des transports et du bâti doit protéger des vulnérabilités inhérentes à un modèle de société faisant de la mobilité physique une condition essentielle à l'appartenance sociale. L'accessibilité numérique doit prévenir les vulnérabilités inhérentes au clivage séparant les utilisateurs des non-utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, et ceci, quelle que soit la particularité. L'accessibilité des établissements scolaires doit permettre de maîtriser les inégalités sociales inhérentes à leur fonctionnement. Le langage de l'accessibilité atteste de l'avènement d'un nouveau mode de solidarisation des rapports sociaux dans un contexte où le vieillissement de la population, le chômage et l'érosion de la condition salariale rendent nécessaire de reconsidérer ce qui lie les individus entre eux, ce qui peut les souder ou les départager. Ce nouveau mode de solidarisation veut remplacer la logique protectrice du modèle salarial par une logique personnaliste, centrée sur la protection des possibilités de participation. Aux formes collectives de solidarité, ces nouvelles solidarités préfèrent celles plus individualisées, envisageant de prévenir toute vulnérabilité à partir d'un engagement solidaire de chacun pour le bien-être de tous. Et c'est pour ça que le Conseil de l'Europe, à l'image de nombreux rapports et textes, fait de l'accessibilité universelle le moyen de prévenir tout besoin de protection nécessitant l'action a posteriori des pouvoirs publics. Cette chaire est donc l'occasion de repenser ce qui fait protection en s'intéressant aux conceptions de la solidarité promues par le langage de l'accessibilité en France, mais aussi à l'étranger, aux diverses conceptions de l'accessibilité à l'œuvre. Cette chaire est aussi le moyen de cerner la capacité protectrice de l'accessibilité. Cette capacité protectrice réside dans la force de légitimation des mécanismes autour desquels se construit le sens de l'accessibilité et dans les formes de solidarité qu'ils promeuvent. Elle repose aussi sur l'effet mobilisateur des textes
des guides relatifs à l'accessibilité, mais aussi des outils d'évaluation de la performance ou des politiques d'établissement. Il y a la manière dont ces textes, qui sont de véritables référentiels normatifs, articulent les différentes composantes faisant solidarité. Tu me dis, hein. Cette capacité protectrice résulte des formes de reconnaissance induites par le souci de l'accessibilité. L'inaccessibilité n'est pas un simple obstacle ou une barrière qui contrarierait les possibilités de participation sociale. Elle est un déni de reconnaissance qui fait de la prétention à l'appartenance sociale un sport de combat, qui relativise l'effet émancipateur de l'accès aux droits communs. Elle attaque, comme le montre Goffman, les individus dans leur intégrité personnelle et sociale. Et elle a un effet invalidant en privant les personnes des propriétés sociales leur permettant de satisfaire aux exigences inhérentes aux nouvelles conceptions de la citoyenneté. En outre, le langage de l'accessibilité me semble fortement lié à une reconfiguration de l'action publique autour de nouvelles formes de normativité qui sont fondées sur l'innovation. Je le disais, la notion d'accessibilité apparaît totalement insaisissable. Elle a des acceptions multiples selon les pays, selon les secteurs. Force est toutefois d'observer qu'on mesure l'accessibilité en référence à des normes techniques, celles prévues par les ADAP dans le cadre de l'accessibilité des ERP, celles développées en lien avec l'accessibilité numérique ou encore celles développées en référence à la chaîne des déplacements lorsqu'il s'agit des transports. Ce sont donc des référentiels techniques qui sont à l'œuvre ou qui qualifient l'accessibilité. De tels référentiels entendent faciliter une application circonstanciée du droit. Comme le précise l'agenda d'accessibilité programmé de la SNCF, si l'identification du niveau d'accessibilité s'appuie sur des normes, elle demeure avant tout une analyse d'usage basée sur des critères spécifiquement élaborés collectivement. Ces nouvelles formes de normativité assujettissent la concrétisation des droits et les principes solidaires évoqués tout à l'heure à la force novatrice du souci d'accessibilité. Elles couplent l'accessibilité à l'innovation. Cette force novatrice s'organise autour d'une intrication de l'économique et du social qui redéfinit les rapports que l'un et l'autre entretenaient traditionnellement. La question de l'accessibilité inscrit l'action publique dans l'économie sociale et solidaire, à l'image par exemple du secteur médico-social. L'économie sociale et solidaire est le creuset de la silver economy. Lorsqu'on analyse la manière dont se créent les outils numériques, on se rend compte qu'ils mobilisent, ou que cette création mobilise, des synergies entre les acteurs publics, bien sûr, mais aussi les acteurs économiques, les acteurs associatifs. Et les labels accessibilité qui ont été créés opèrent une pression normative qui corrèle la mise en accessibilité des lieux touristiques, par exemple, à la valeur réputationnelle de ces lieux et parallèlement à la valeur marchande. Mais l'accessibilité ne se décrète ni ne s'impose. Sa concrétisation dépend de la légitimité que lui accordent les acteurs, et c'est d'autant plus vrai que les changements engendrés bousculent les modes d'organisation du travail, les rapports de force entre professionnels, les routines et les identités professionnelles. Aussi, la force novatrice de l'accessibilité ne réside-t-elle pas uniquement, me semble-t-il, dans les éléments proprement techniques ou propres à l'économique. Elle réside dans l'effet d'entraînement des conventions élaborées par les acteurs pour contextualiser l'application des textes, des normes. Ces conventions ont vocation à légitimer la question de l'accessibilité auprès des parties prenantes, en tenant compte des expériences individuelles et collectives et des enjeux locaux. Ces conventions expriment des accords qui ont la vertu de transcender les intérêts personnels, d'expliciter les éléments symboliques et pratiques communs aux acteurs. Dans les analyses que j'ai eu l'occasion de montrer, on se rend compte que ces accords font système, en explicitant l'action commune, en spécifiant les niveaux de complémentarité entre les acteurs, en définissant les normes et les conduites à respecter. Ces conventions sont des actes d'institution, à travers laquelle la question de l'accessibilité est mise en sens et où ses conditions de réalisation sont mises en scène pour devenir socialement signifiantes.
Ces conventions permettent, par exemple, dans le cadre des commissions locales d'accessibilité, d'articuler les politiques locales sectorielles ou de mettre en perspective des habitudes de vie et de travail des différentes parties prenantes pour identifier les modalités de changement. Il me semble que cette chaire est l'occasion d'analyser les nouvelles formes de normativité qui caractérisent la reconfiguration de l'action publique et autour desquelles se concrétise le nouveau mode de solidarisation revendiqué par la société de la connaissance. Et c'est d'abord un nous participatif, tourné vers l'innovation ordinaire dont parle Norbert Alter et la matérialisation des droits individuels. Il s'agit donc d'analyser les processus où la question de l'accessibilité est mise à l'épreuve des réalités pour redevenir légitime à tout point de vue. Cette analyse concerne les usages sociaux des avancées technologiques et les mécanismes transformant celles-ci en innovation sociale, puisque, comme le montre Norbert Alter, inventer n'est pas innover. Cette analyse concerne aussi les dynamiques et les mécanismes faisant du souci d'accessibilité une composante de l'innovation sociale et technique. Pourquoi certaines entreprises se sont-elles saisies de l'accessibilité comme d'un enjeu? Il s'agit donc de cerner, me semble-t-il, les différents niveaux d'innovation. Innovation à l'échelon macro, mais aussi l'innovation ordinaire des professionnels, qui, au quotidien, sont obligés de ruser avec les règles et les routines pour que l'accès planifié soit mis en adéquation avec les usages et l'expérience qu'en font les individus. Ils sont aussi conduits à reconnaître aux usagers une expertise et par là même à revoir les principes qui président à leur relation avec ces usagers, mais aussi leur légitimité, notamment lorsque ceux-ci sont réputés en difficulté ou incapables. C'est pas simple de penser comme sujet de droit quelqu'un qui présente une déficience et qui a des troubles de communication. Il y a tout un travail à mener pour que cette question fasse sens. Et ils le font d'une certaine manière. Pour conclure, je dirais que cette chaire est l'occasion, comme le suggère Émile Durkheim, de voir l'accessibilité comme un fait social qui renvoie à une nouvelle division du travail social, autour de laquelle se redéfinissent les enjeux sociaux et les intérêts solidaires. Cette perspective invite à désinsulariser la question de l'accessibilité. Désinsulariser la question de l'accessibilité pour s'intéresser aux nouveaux modes de solidarisation des rapports sociaux induits par les mutations à l'œuvre, sans pour autant méconnaître les spécificités induites par le rapport qu'entretiennent les sociétés au corps infirme, et voir comment penser quelque chose qui est de l'ordre de l'accessibilité universelle sans que celle-ci ne pénalise les personnes au quotidien. Cette perspective est essentielle, me semble-t-il, au soutien à l'innovation et à l'élaboration d'un cadre conceptuel, méthodologique et technique dont peuvent se saisir les institutions et les acteurs concernés pour repenser ce qui fait citoyenneté, solidarité et société, dans un contexte où la condition salariale connaît une érosion singulière. Cette perspective invite à promouvoir une sociologie de l'accessibilité qui appréhende l'accessibilité sous l'angle d'un langage, dont les composantes symboliques reflètent les représentations dominantes et les manières de faire société, et explicitent les principes d'un nous affiliateur. C'est ce à travers quoi on va pouvoir penser comment l'accessibilité s'inscrit dans des configurations différentes selon les sociétés ou selon les territoires. Mais l'accessibilité est également un souci, c'est-à-dire un état d'esprit, de manière d'être et de faire à travers lesquels se définissent et se construisent un nous solidaire. En quoi les politiques d'établissement, en quoi les stratégies en matière d'accessibilité incitent-ils les acteurs à percevoir l'accessibilité comme un mode de solidarité qui concerne non seulement les personnes présentant une déficience, mais tout un chacun. Mais aussi d'une catégorie d'action publique qui est portée par un nouvel impératif normatif qui fait de l'innovation et d'un nous participatif le moyen de refaire société. Cette sociologie ne peut qu'être interdisciplinaire, et je suis particulièrement heureux à ce titre d'être au CNAM, car on va être obligé, vous voyez, c'est déjà, on va être obligé de faire appel au savoir et aux connaissances qu'offrent différentes disciplines à l'intérieur du CNAM, mais aussi à l'extérieur. Et le renforcement des liens existants
entre les sciences de l'ingénieur, les sciences informatiques et les sciences humaines et sociales est à ce titre fondamentale, me semble-t-il. Une telle perspective est également propice à la mise en œuvre de recherches participatives encore relativement récentes en France. Ce type de recherche inclut les intéressés à tous les stades de la recherche et plus généralement l'ensemble des acteurs concernés. C'est un type de recherche qui présente l'intérêt de placer les usages et les enjeux identitaires au cœur de l'accessibilisation des environnements. Il favorise les synergies nécessaires à l'instauration d'un rapport dialectique entre recherche, action publique et enjeux sociaux. Mais suppose néanmoins d'appréhender précisément les questions épistémologiques, méthodologiques et pratiques qu'elle pose. Une telle perspective offre également la possibilité de développer une offre de formation qui accompagne les professionnels dans les mutations à l'œuvre, de promouvoir l'innovation et l'émergence de pratiques innovantes en matière d'accessibilité et la reconnaissance de nouveaux métiers. Il était question de tâter l'éléphant. Je pense que l'éléphant est sérieux. Je vais essayer de le tâter de la meilleure manière qui soit. Je vous remercie de votre attention.